les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Alors, messieurs, dames, ce soir, on était à Marseille. Et j'ai toujours entendu un truc. On m'a toujours dit, Mohamed, fais tes projets en silence et la réussite se chargera du reste. Ce soir encore, on a beaucoup ri au spectacle de Momo le Suédois. Son one-man show vient de finir à l'instant et on l'attend pour le féliciter. Alors il faut qu'il passe les fans, les admirateurs, les admiratrices. C'est régalé. Même que c'est pour lui c'était pas bon, pour nous c'était bon. Excellent, excellent. Il est trop fort. Il est trop fort. Momo le Suédois, d'abord, c'est mon frérot d'amour. Déjà, il faut que le monde entier le sache tout de suite. Il a rempli l'Olympia tout seul avec ses sketchs, à Paris. Moi, j'étais là. Mais c'est surtout dans le sud de la France qu'il est très apprécié. Les gens l'adorent, spécialement chez lui, à Marseille. Momo le Suédois, comme son nom ne l'indique pas, il est né dans les quartiers durs de cette ville. Et il va nous raconter une authentique histoire de rue, from the street. Ça se passe dans les quartiers nord de Marseille et nulle part ailleurs. Je voudrais commencer par une question que j'ai toujours eu envie de te poser. Ça sort d'où ton nom de scène, Momo le Suédois ? Je me suis appelé Mohamed le Suédois pour plusieurs raisons. La première, déjà, je suis parti en Suède avec un pote, on est parti un week-end. J'ai rencontré une Suédoise qui avait jamais vu d'arabe avec les yeux clairs. La communauté qui vit là-bas, c'est des Irakiens. Ok. Donc, je sais pas si tu situes un peu la tête des Irakiens. Dark, ouais. Elle me dit, mais t'es pas typé, machin, et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, du coup, c'est elle qui m'a appelé Momo Swedish. Ok, Momo Swedish, ça te défonce. Momo Suédois. Et la deuxième raison pourquoi ça m'allait bien de m'appeler le Suédois, c'est que généralement, quand je lis des commentaires sur une vidéo où il y a des rebeux qui font une connerie ou machin, il y a toujours des mecs qui marquent « Allez, encore des Suédois ». C'est plus les Auvergnats, c'est les Suédois. C'est des Suédois. Ouais, je trouve ça classe. Donc c'est pour ça aussi que je me suis appelé le Suédois. Voilà, sinon moi, voilà, quartier nord. T'as grandi ici ? J'ai grandi ici, dans le 13e. De fou. Né ici, dans une cité qui s'appelle le Clos-la-Rose, le fameux Clos-la-Rose qui est très connu. La première chose qui m'a marqué, étant très jeune, il faut savoir que la première évasion en hélicoptère à Marseille, c'est un type de mon quartier qui l'a fait. Il s'appelait André Fischer, le gars. André Fischer. Ouais, il avait été condamné à la réclusion à perpétuité parce qu'il avait découpé sa femme, il l'avait mis au congélateur. Va sur Google, tape, tu vas voir. Et en 92, il s'est échappé de la prison des Baumettes. En fait, nous, on s'y attendait pas, on était au quartier, petit, ça joue au foot, machin et tout. J'avais 6 ans. 6 ans, 7 ans, ça joue au foot et tout, de secours on entend et un hélico qui s'est posé au milieu du quartier, frère. Et t'as deux matons de prison qui a été pris en otage en fait sur cette évasion-là. Il les a relâchés en plein milieu du quartier. Métaverse. Il s'est échappé de là-bas et en fait avec l'hélicoptère il est venu jusqu'au quartier. Il ne pouvait pas aller ailleurs. Ben, c'est ça que je me dis. En fait je me dis quand tu t'évades, t'es censé à ce qu'on te retrouve plus. Tu reviens pas là où on est venu te chercher à 6h du matin. Lui il est venu, il est rentré chez lui. Il est rentré dans son bâtiment, dans sa maison. Et tout Marseille a su qu'il y avait un hélicoptère qui était arrivé dans cette cité-là, donc c'était facile à retrouver. Ouais. Et le mec, ils l'ont chopé même pas 25 minutes après, 30 minutes après. Et ils l'ont remis en prison, et là c'était fini. Ouais. Il y a 7-8 ans en arrière, je tenais une boutique ici de prêt-à-porter, dans un des quartiers les plus malfamés de cette ville, qui s'appelle Noailles. C'est une concentration de sans-papiers, il y a des caméras partout, mais il n'y a que des sans-papiers. C'est-à-dire que le commissariat est dans le truc. Et tout autour du commissariat, il n'y a que des mecs qui n'ont pas de papier. Dès qu'ils ont attrapé personne dans la journée, ils ramassent un mec de là-bas et ils disent « T'en viens là ». Tiens, toi là. Et du coup, donc j'ai mon frère. C'était le magasin de ton frère. On était à deux, en fait, on était associés dans cette boutique. On était réputés et reconnus pour faire de la bonne marchandise, de la bonne qualité, machin, tout ça. D'où ton élégance. Il paraît. Dans la journée se passe, voilà, comme d'habitude. Et fin de journée, je fais ma caisse, machin et tout ça. Et il y a deux gars, en fait, qui sont devant la boutique, sur un scooter, avec un casque. Mais à travers le casque, il y avait une cagoule. Donc je vois qu'il y a un truc qui va pas. Et j'ai un pote. Et je dis à mon pote, mec, c'est bizarre, il y a deux mecs bizarres devant le magasin. Lui, il sort, il vérifie. Il me dit, ouais, effectivement, il y a des gens bizarres, tu vois. Je dis, ouais, mais bon, ça serait pour moi, genre. Il viendrait braquer une boutique de prêt-à-porter ici. Il me dit, écoute, on n'est jamais trop prudent. Fais attention, machin, tout ça, tout ça. Je dis, attends, je vais quand même sortir. Je passe devant eux, je relève la plaque du scooter.
Je la note sur mon portable et je rentre dans ma boutique et je m'enferme de l'intérieur. 19h, 19h30, 20h, 20h30, les mecs sont toujours postés. Il n'y a plus personne dans la rue. Donc là, Pas je me très dis, malin. c'est pour moi. Pas malin du tout. Quand tu vas faire un délit, tu vas commettre un délit, tu ne restes pas sur les lieux du crime. Première chose qu'on t'apprend dans la police. T'étais policier avant, toi, ça se voit. Il faut pas le dire. Donc, 20h30, toutes les boutiques ont fermé. Comment ça se fait que ces types, ils sont encore sur leur scooter posés avec leur cagoule, leur casque? Ils attendent quoi? Ce que je fais, j'appelle une autre équipe de potes à moi pour venir en renfort. Bah, évidemment, je suis seul, je suis avec un gars. Ils sont deux, peut-être les deux sont armés. Je me dis, on va pas faire le poids. Donc j'appelle une autre équipe. L'équipe que j'appelle, ils sont venus à 8 voitures. 8 voitures. 8 voitures. Ok, un convoi. Un convoi. Et dans les 8 voitures, gros, quand je te dis les têtes des mecs, on est dans le train fantôme, là, je le dis. Des balafres que t'as jamais vu de ta vie, frère. Hein. Là, c'est carrément, il y a un mec, il y en a, oh non, mais il y a un mec de mon quartier, il a carrément une fermeture éclair sur la tête, frère. Hein. Une braguette. Et donc, ils arrivent devant la boutique et tout, ça commence à crier, ouais, ils sont où, nanana? Quoi, c'est ces deux guignols là-bas, là, sur la moto, tu crois quoi? Tu crois quoi? Ils crient comme ça, tu vois. Il y en a un qui dit, hey, même si t'es armé, hein, je me suis déjà pris 8 balles, là, tu sais, il soulève son t-shirt comme ça et tout. Mais sur la tête de ma mère. Non. Sur la tête de ma mère, véridique ce que je te raconte. Eux, ils entament le dialogue direct, ils se disent pas, ouais, on va laisser les Non, par derrière. ils ont pas le temps. Bref, donc il y a un des types qui me dit, tu peux sortir. Tu sais, il me dit, sors, il y a rien, il va rien se passer. Je dis, ok. Les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, quand ils ont vu que le renfort est arrivé, ils sont partis avec leur scooter 2 rues plus loin. Ils ont attendu que la meute se casse. Et en fait, ils nous ont observés de loin. Mais moi, je les ai pas vus qui m'ont observé de loin. Déterminé. Hein. Déterminés, en fait, à prendre ce qu'on avait. Il y avait 1 million à prendre. S'il y avait 1500 €, c'était le bout du monde. On monte, moi et mon pote, dans la voiture. Et je les vois arriver. Mon pote, il me dit, il y a le fameux scooter de tout à l'heure qui est de retour. Mon pote, il est au volant. Moi, je suis au côté passager. Mon pote, il commence à première, deuxième, nanana, il drive. On passe dans un des tunnels de Marseille. On les sème. Quand on les sème, à ce moment-là, moi, je suis pas tranquille dans mon esprit. Parce que je me dis, ils nous ont attendus, ils nous ont suivis. C'est qui ces types? Ils vont revenir demain, ils vont revenir après-demain, il va se passer un truc. Je rentre chez moi, je réfléchis. J'ai arnaqué personne, je me suis embrouillé avec personne, j'ai pas de problème avec les gens, machin. C'est bizarre. Et je retiens que dans mon téléphone, j'ai noté la plaque d'immatriculation de son putain de scooter. Ok. J'appelle un pote à moi ici, qui est policier. Allô, nana, tu peux me donner la plaque d'immatriculation, le nom de ce scooter? À quel nom il sort? Le nom qui sort, c'est un mec que je connais, c'est un ami d'enfance. Non. Écoute! Sauf que cet ami d'enfance qui est décédé aujourd'hui, il a été assassiné en 2017. Ils l'ont tué ici dans les quartiers nord. Oh là là. Et je me dis, c'est pas possible, parce que j'ai pas de problème avec lui, on a grandi ensemble, on se connaît, machin. Alors je décide d'aller dans son quartier. Je le cherche, je le trouve. Ça va, il me dit, qu'est-ce que tu fous là, machin. Et je lui explique. Il me dit, mais non, c'est toi le fameux mec en question? Parce qu'il me dit, j'ai prêté mon scooter à 2 gamins d'ici, et ils me disent, ils avaient un coup à faire, une meuf leur a dit que dans une boutique ici, il y a un gars qui tourne à 10 000 balles par jour, Non. machin, nana, et ils sont partis pour le braquer, évidemment, je prenais la moitié de ce qu'ils allaient prendre. Ouais. Truc de ouf. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les types. Il les fait venir et il les baffe comme des enfants de 4 ans, frère. Il les a giflés. Il les a giflés, gros. Les cons. Au début, il leur posait des questions, tu sais. Vous savez qui c'est, lui? On aurait dit Jacques Martin avec les gamins à l'école des fans. Ils avaient 22, 23 ans. Mais le mec que je te dis, c'est ma génération. Donc, tu vois, il avait 30 ans déjà, tu vois. Donc, c'était ses petits, quoi. Excusez-vous, machin, nanani, nanana. Et du coup, moi, j'ai dit au gars, mais c'est qui la meuf? Évidemment, il faut que je sache. Ah oui. Qui vous a envoyé là-bas? Qui vous a parlé de nous? Qui vous a dit que machin et tout, nana? Et il me dit, c'est une telle. Ben, c'était la meuf du Fratello. À ce moment-là, j'ai mon frère qui, lui, côtoie une nana. Une nana un peu vénale. Elle avait prévenu des types en disant, dans cette boutique, il y a des sous. Pour que les gars reconnaissent l'endroit et reconnaissent la personne qui est dedans, elle montre la photo de mon frère. Sauf que mon frère me ressemble comme 2 gouttes d'eau, en fait. Limite jumeau. Et sauf que ce jour-là, c'est moi qui y travaille, c'est pas lui. Complètement dingue. Qui était encore avec elle.
Mais ouais. Non, c'est un truc de dingue. Elle n'a pas attendu d'être l'ex. Ah mais non. Imagine-toi ce braquage en question. Si c'était le fratello qui était là et que lui, il aurait fait une dinguerie. Là, ça aurait été peut-être l'ex ou même la veuve directement. Donc moi, je me retrouve à m'embrouiller avec mon frère. Et lui, il me dit jamais de la vie, pas comme ça. Normal, ouais, il me croit pas parce que pour lui, c'est surnaturel ce qui vient de se passer. Et c'est vrai. Comment une nana en question, elle peut envoyer des mecs calibrés pour braquer, machin et tout ça? Et bref, évidemment, je vais pas m'en prendre à une nana. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi? Je vais l'appeler pour lui dire quoi? Ouais, t'as fait ça, nana. Donc j'appelle une fille de mon quartier, Fatou. Mais Fatou, c'est un vigile, gros. Tu la vois, gros, tu te chies dessus, frère. Elle fait au moins 1m90. Non. Ouais, pour 120 kilos. Evander Holyfield, frère. J'appelle, je lui dis voilà, j'ai eu un problème avec une nana. Moi, je veux pas discuter avec elle. Ça serait bien que toi, t'ailles la voir. Tu lui dis que voilà, ce qu'elle a fait, c'est pas correct, machin et tout. Sauf que Fatou, elle sait pas parler. C'est Blue Spencer, frère. Elle est trop grande pour parler. Elle l'a baffé. La meuf lui a raconté pourquoi, nana. Le fratello, lui avait fait une bidouillerie qu'elle n'avait pas appréciée. Mon frère l'a trompé et elle a décidé de le braquer. Donc elle a facturé ça. Exactement. Elle a voulu lui faire payer la note. Ça vaut ça. La fameuse tromperie, ça vaut une telle somme d'argent. La fameuse tromperie. Je vais me venger, pas avec un mec, je vais me venger avec des mecs qui vont, en plus de ça, me ramener de l'argent. Voilà. Génial. C'est ça l'histoire. Prix Nobel. Et donc, elle a facturé. Attention, t'as des gens dans leur tête, c'est narcos. Hein. On vit pas en Colombie, mais il y en a, ils y sont en Colombie dans leur tête, hein, pour de vrai. Ouais, Hein. Tu vois, tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qu'on voit comme série à la télé. T'en as, ils veulent vivre comme le cartel de Cali. Ils veulent se prouver qu'ils existent, ils veulent se prouver qu'ils sont quelqu'un. Et c'est le cas de cette personne. Après, on est à Marseille. Donc ici, tu vois, c'est un peu toujours gangsta. Il y a des choses qui ne changent pas, les mœurs ne changent pas, les mentalités sont parfois les mêmes dans certains endroits et dans certains secteurs. Je pense que tu le sais, hein, parce que voilà, tu habites une banlieue, il y a des choses chez nous qui ne se règlent pas par la police. Beaucoup d'histoires très graves. Et qui s'arrangent Qui comme ça sans passer par les commissariats. Quand je te parle d'un maire de quartier, c'est le genre de gars, il se passe un problème dans un quartier, tu vas le voir lui. Tu vas voir le maire du quartier, qui connaît tout le monde, qui a grandi là, et il va servir d'intermédiaire, tu vois. Et ça, c'est dans tous les quartiers. Ouais, il y a un médiateur, c'est vrai. Toujours. C'est un peu comme le parrain. Et c'est marrant, parce que c'est jamais quelqu'un de violent. Juste quelqu'un de confiance, conciliant, à l'écoute. Et c'est toujours le même profil. C'est des gens très importants, mais personne ne fait référence à ce genre de personnes, tu vois. Pour moi, c'est des gens qu'on devrait recruter dans les mairies. Très important. Et après, évidemment, mon frère, c'est mon frère, on a continué à faire tourner la boutique, machin et tout ça. Et la beauté de cette histoire, dans ce que je te raconte, c'est ça que je retiens qui est beau dans cette histoire, c'est que les fameux mecs qui sont venus pour peut-être nous tirer dessus, machin et tout, mais ils sont devenus les meilleurs clients de la boutique, frère. Ils venaient tout le temps et ils venaient acheter des fringues tout le temps. Ils sont devenus poteaux et voilà, et les mecs, en fait, ils nous ont appréciés parce qu'ils ont vu quel genre de personne. Bon, après, ça te pris des baffes, évidemment. Mais... Pas volé. Exactement, pas volé, parce qu'ils allaient faire une erreur et ils se sont rendus compte de l'erreur, ils ont vu le genre de mec qu'on n'était pas des mecs en embrouille, pas des mecs à histoire. Et d'ailleurs, jusqu'à là, maintenant, aujourd'hui, on s'appelle encore, on s'écrit, ça va, quoi de neuf, qu'est-ce que tu deviens, ils sont pères de famille et... C'est génial. Ouais, moi je trouve ça beau, c'est une belle histoire. Génial. Ah, Bobo, je t'aime. Ah, je t'aime. Ah, je te kiffe. Moi aussi. Ah, les histoires de quartier d'Oxmo Puccino, frère. Quel bruit te fait penser à Marseille? Expression, bruit. Le bruit qui fait penser à Marseille, le son, c'est bien les vagues, les cigales, les mouettes. C'est Marseille. C'est ça qui me fait penser à Marseille. Voilà, c'est Marseille. Oh putain. Avance le con de ta mère. Merci, Bobo. Merci à toi. Énorme. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Saison 2 sur la planète Mars et qu'est Marseille. À suivre sur arteradio.com.